C'est vraiment ce sur quoi je me concentre. C'est pour ça que je veux lancer rapidement. C'est avoir du feedback des clients sur le produit, l'améliorer et savoir quel sera le produit qui marchera le plus, concentrer toutes mes ressources dessus et sur ça, vraiment définir mon entreprise. Alors merci Muriel d'avoir accepté d'être venue aujourd'hui et de partager ton histoire. Donc on voudrait savoir tout. tout. On essaye après de couvrir un peu l'essentiel, on va dire, de ton expérience. Comment tu as eu l'idée de lancer ton projet et jusqu'au lancement. On va commencer par ça. Ok, pas de souci. Oui, du coup là je vais retracer toute l'histoire. Donc actuellement, j'ai créé Utopia Paris, qui est une marque de cosmétiques spécialement destinée aux femmes aux cheveux afro, aux femmes afro. Et mon idée avec cette marque, c'est vraiment de travailler la sensorialité des cosmétiques. Donc vraiment faire que le moment où tu utilises tes cosmétiques dans la semaine soit vraiment un moment de plaisir. Donc vraiment, j'ai beaucoup travaillé les textures et la sensorialité. Et l'autre point important, c'était vraiment le côté où je voulais absolument mettre en avant l'Afrique, de par mes origines, et vraiment juste parce qu'en fait, on a des ingrédients magnifiques, on a des ressources magnifiques et on les valorise pas assez. On prend beaucoup du continent, mais on valorise pas le continent, donc c'est ce que je voulais faire. Et aussi valoriser le Made in France. On fait partie d'un des pays qui, de toute façon, vraiment l'héritage français en termes de cosmétiques est exceptionnel. Ah oui. Et je voulais absolument l'utiliser. Donc c'est vraiment un peu ces trois-là qu'on retrouve actuellement dans ma marque. Et comment est-ce que la marque a commencé ? Elle a commencé quand j'étais vraiment, depuis le début, c'était vraiment surtout en 2017, quand je suis rentrée dans mon école de communication. Quand j'ai commencé dans cette école-là, on avait eu un cours d'entrepreneuriat où ils nous challengeaient un petit peu de nous imaginer et de créer un projet de A à Z, un petit peu juste pour qu'on sache un petit peu comment ça se passe. Et moi, vu que je savais depuis longtemps dans tous les cas, je savais vraiment depuis que je suis rentrée à la fac, même avant, que je voulais créer une entreprise, mais je savais pas ce que ça allait être. Mais j'avais toujours eu cette volonté de me lancer dans un projet. Et du coup, dès que je voyais un problème, je suis en mode, ok, qu'est-ce qu'on peut faire de ça ? Et à la fac déjà, parce qu'en fait, avant de rentrer dans mon école de communication, j'étais à la fac, j'ai fait jusqu'à la licence à la fac. Et ensuite, j'ai switché sur l'école de com. C'était une autre spécialité ou Oui. En fait, j'ai fait un bac L et ensuite, j'ai fait LEA, langue étrangère appliquée au commerce international, parce que j'adore les langues. Vraiment, l'étranger. J'avais espagnol, anglais, italien. Oh. C'était hyper stimulant pour moi parce que moi, vraiment, j'ai étudié dans le but d'aller à l'étranger. Je voulais vraiment pas du tout rester en France. Donc la LEA, c'était vraiment parfait pour moi. Mais je me suis rendu compte très rapidement que j'étais super intéressée par la communication et le marketing grâce à un échange Erasmus que j'ai réalisé en Espagne. Ça s'est super bien passé. J'étais un peu en avance, donc j'étais avec des gens de master alors que j'étais en licence. Et du coup, j'ai pu découvrir les spécialités en avance. Et j'ai très bien réussi mon épreuve de marketing à l'étranger en espagnol en plus. Et je me suis découvert vraiment J'aimais trop apprendre tout ce qui est stratégie, comment est-ce que tu vas marketer un projet, un produit, ou comment tu vas le créer de A à Z. J'adorais ça. Et quand je suis rentrée en France, je me suis dit, ok, non, il faut vraiment que je me spécialise directement. Et vu que je voulais faire du marketing et de la com sans l'aspect chiffré, parce que je sais qu'on pouvait le faire en business school, enfin en école de commerce, oui. Et je voulais totalement éviter. Je déteste les chiffres. Je déteste les chiffres, donc je déteste ça. Donc je me suis dit que je vais laisser tomber. Je suis partie sur l'école de communication. Et l'école que j'avais trouvée était géniale parce qu'il y avait toujours l'orientation internationale. C'était une formation bilingue. On touchait à tout et on touchait marketing com. Et voilà, côté bilingue où j'avais un stage imposé à l'étranger. Donc je continuais toujours dans ma voie tout en me spécialisant. Et donc, quand je suis rentrée dans cette école-là, j'ai eu mon cours d'entrepreneuriat, exactement. Et on devait se lancer sur un projet. J'ai commencé à simuler un peu la création d'une marque de cosmétiques. Je me disais que j'allais créer ça peut-être plus tard. Dès que je vais commencer à travailler, je vais avoir un peu d'argent de côté et je vais lancer cette entreprise. Mais ça s'est passé un peu plus tôt parce que suite à ce cours d'entrepreneuriat, j'ai vraiment eu la base un peu, pas un business plan super précis, mais quand même un business plan. Mais l'idée s'est lancée grâce à ce cours-là. Exactement, elle a vraiment germé à ce moment-là. Oui. Mais je ne m'étais pas lancée. Hein. C'était vraiment en 2017, on commence à germer l'idée, on continue. Et ce qui est cool, c'est qu'à partir de 2017, à chaque fois que j'avais des stages, du coup chaque année j'avais des stages, je faisais exprès d'être dans des startups parce que j'adorais je pensais que j'allais apprendre énormément des startups.
Et pour à chaque fois aussi comment ça se passe. Exactement ça, parce que je pense que ça allait m'aider pour la suite. Et surtout, le côté où c'était cool parce que je suis tombée sur des startups qui étaient super ouvertes et à chaque fois je leur exprimais mon projet de créer une entreprise. Je le cachais pas, je disais que je suis une entrepreneur dans l'âme et que mon but c'est de créer mon entreprise après. Et souvent je leur demandais leur avis sur mon premier stage, en tout cas à l'étranger. Je leur ai fait relire mon étude de marché et du coup ils m'ont donné les premiers feedbacks. C'était trop bien. Et oui, cette entreprise là actuellement ils font des millions, donc vraiment c'était des entrepreneurs très calés. Et à chaque fois que j'allais dans un stage, je retravaillais mon business plan, je reprenais des idées, j'apprenais, j'améliorais un peu l'idée jusqu'en 2019 où je me suis dit que je vais commencer à créer l'entreprise. Donc je me lance sur la partie juridique parce qu'on est en France et je crois que l'administratif... C'est inévitable. On peut pas la bypasser. Mais oui. Après, je pense que c'était un peu une erreur et que j'aurais pas dû me pousser directement, enfin me lancer dans le juridique, ou dans l'administratif en général. Mais je sais pas, quand on est en France, on a l'impression que c'est vraiment... Enfin, on est un pays de l'administratif. Donc je m'étais dit qu'il faut tout préparer pour pouvoir se lancer officiellement, on va dire ça. Voilà, c'est exactement l'idée que... Je m'étais dit que si j'avais pas le statut de l'entreprise, le nom de l'entreprise protégée, je pouvais rien faire. Alors que pas du tout. Mais c'est vraiment la mentalité qu'on a, il faut genre vraiment tout mettre dans une case avant même de commencer. Alors que même je ne savais pas exactement où est-ce que j'allais, mais il fallait déjà que j'ai le nom, le statut. Et c'est exactement pourquoi il y a des personnes qui n'arrivent pas justement à se lancer parce que ça pèse en fait de faire tout ça et du coup ils se disent comment je vais faire, c'est trop compliqué, j'ai pas vraiment une très bonne expérience, vers qui je vais me tourner, connaissance, qu'est-ce que je vais faire. Du coup ils poussent leur idée pendant longtemps à cause de ça. C'est exactement ça. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans mon école du coup j'ai fait appel à un contact qui avait un ami qui travaillait dans le droit des affaires je crois, et qui m'a guidée sur la partie administrative et création de société, parce que sinon, en soi, quand tu n'es pas du milieu, quelle société choisir, tu ne sais pas. Et pourtant, on est dans le pays de l'administratif, donc ça va tout régir par la suite. Donc si tu choisis mal ta société, c'est fini pour toi. Et oui, du coup, je me suis lancée dans ça, et je pense que en voyant après, avec toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, je me dis que c'était une erreur et que voilà, j'aurais pu attendre un petit peu avant de créer ma société. Parce que ça fait des dépenses. J'ai dépensé quand même pas mal d'argent pour l'époque et pour l'étudiante que j'étais, juste pour créer le statut et sans rien derrière. Et du coup, 2019, je crée le statut et j'ai toujours pas d'entreprise. J'ai toujours pas d'entreprise derrière. Et c'est à partir de 2020, quand je suis vraiment vers la fin de mes études, le Covid a beaucoup aidé. Mais dans tous les cas, je savais que ça allait... Le Covid a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Les gens sont curieux de savoir comment. Non, c'est vrai que ça a été un désavantage pour plusieurs personnes et un avantage pour d'autres, où le monde a aidé un peu quand il y a eu un petit slowdown. Ça a donné l'opportunité à plusieurs personnes de se lancer. Nous aussi, parce qu'on s'est lancé en 2020. Donc c'était un peu... Il y avait des avantages, des avantages et des inconvénients en même temps. Et du coup, on a essayé de zoomer sur les avantages. Donc oui, tu peux nous en parler justement. Non, c'est exactement ça. Comment ça a aidé ? Après, le Covid n'a pas aidé dans le sens où je me suis créé une vocation comme plein, où il y a une vocation qui a surgi comme plein de personnes, vu que j'avais déjà mon projet depuis 2019. C'est juste qu'à cette époque-là, j'étais en alternance chez Disney et c'est en plein dans le Covid le Covid a frappé en plein dans le milieu de mon alternance et du coup on était à la maison. Et ça m'a permis d'accélérer un petit peu le processus. Exactement, d'avoir plus de temps à consacrer à ton projet. C'est exactement ça. Et après, c'était vraiment le pire parce que j'ai été diplômée cette année-là. Et c'est l'année où c'était le Covid, du coup, plus d'entreprises recrutaient. Et en général, Disney ou plein d'autres entreprises, quand ils recrutent une alternante en fin d'études, le but, c'est de l'employer après. Exactement. Mais là, du coup, tout était figé pendant plusieurs années. Et ça m'a aidée parce que je me suis dit, c'est le bon moment pour me lancer. Ça t'a poussé en gros. Tu t'es retrouvée dans cette situation où tu n'avais pas le choix. Parce que si tu étais dans le cas normal, on t'aurait proposé un CDI, tu serais un peu plus confortable. Je pense que j'aurais accepté. J'ai un prêt étudiant à payer. Oui, justement, pour être indépendante financièrement et tout ça. Et ça aurait peut-être retardé un peu ton projet parce que quand même, tu dois te focaliser sur le job. Tu n'aurais pas eu assez de temps. Voilà. Donc là, c'est l'univers qui t'a poussé.
En fait, t'as pas le choix. Non, c'est exactement ça. Parce qu'en plus, je me connais, je viens d'une famille d'immigrés, on sait que voilà, tu travailles pas que pour toi, tes études, tu les fais pas que pour toi, ton salaire, ce sera pas que pour toi. Donc, et je savais très bien que je faisais mes études dans le but de voilà, gagner assez d'argent, ensuite pouvoir aider ma famille, ensuite de pouvoir lancer mon entreprise éventuellement. Mais c'est vraiment plus une éventualité. Je pense que je me serais pas lancée aussitôt s'il y avait pas eu le Covid. Et en plus, quand je travaille pour une entreprise, je bosse énormément. S'il faut prendre les week-ends, s'il faut travailler jusqu'au soir. Donc, je vois pas à quel moment j'aurais eu le temps de travailler pour mon entreprise s'il n'y avait pas eu le Covid et ce stop-là. Donc oui, après 2020, fin de mon alternance qui se passe pendant le Covid, donc tout est arrêté, donc j'ai plus à travailler, donc c'est top, donc j'avance sur Utopia. Je commence à lancer, je prépare ma campagne de crowdfunding avec 0 sous, je savais que j'avais aucun budget. Pour dire un petit peu, pendant tout ce temps-là, ce que j'ai zappé, c'est que je formulais les produits en parallèle avec un laboratoire. Ah, d'accord. Avec t'as mon commencé produit. quand même la création des produits. Exactement. Dès que j'ai lancé le statut, c'est vrai que j'ai oublié ce détail-là. 2019, dès que j'ai lancé le statut, je faisais les recherches de laboratoire en parallèle et j'ai signé vraiment le contrat, je crois que c'était fin 2019, début 2020, je crois, quelque chose comme ça, où le laboratoire formulait vraiment. J'étais allée rencontrer le laboratoire, donc je savais déjà avec quel laboratoire réaliser. Ils avaient déjà travaillé sur la formule, donc la formule était presque prête, et c'est pour ça que j'étais prête aussi pour me lancer fin 2020. Et à cette période-là, en fait, il faut savoir que j'ai pris mon école privée. Les écoles privées ici, ça demande pas mal de sous. J'ai pris un prêt étudiant pour financer mon école. Et j'ai pris un peu plus parce que, comme je t'avais dit, c'est vraiment orienté international. Et moi, mon rêve, je voulais aller à New York. Exactement. Je voulais aller à New York, je voulais aller en Asie. Et j'ai pas les thunes. Donc, il faut bien les trouver. Et ma famille pouvait pas m'aider. Donc, j'ai pris un prêt étudiant. Et j'avais pris un peu plus en considérant les futurs stages à l'étranger que j'allais faire. Et en fait, il me restait de l'argent. Je crois qu'il me restait à peu près 4 000 ou 5 000 euros que je devais utiliser parce que c'était un prêt échelonné, je sais pas comment dire. Donc en gros, tu as un stock d'argent. Si tu n'utilises pas tout, au bout d'un moment, tu peux rendre à la banque ou tu peux tout utiliser. J'étais en mode, bon, j'ai déjà eu le prêt. Pourquoi je vais rendre 4 000 euros à la banque Je peux l'utiliser en plus. Dans tous les cas, ils vont me je vais les repayer. Donc autant en profiter de cette trésorerie-là que j'ai d'un coup pour financer mon entreprise. Donc c'est avec ça que j'ai financé la partie sur le laboratoire. Parce qu'on me pose beaucoup la question, j'étais très jeune quand même, et sortir autant d'argent... formuler un produit en France dans un grand laboratoire ou dans un laboratoire à taille moyenne, c'est entre 4 000 et 5 000 euros. 3 000 et quelques et 5 000 euros. Et ça, c'est vraiment juste la formulation. Après, il y a la production qui coûte des dizaines de milliers d'euros. Donc tout le monde me dit, mais Muriel, comment t'as fait? C'est le prêt étudiant, c'est la banque qui m'a aidée sans qu'il ne le sache, bien sûr. Je ne sais pas si... Voilà, mais j'ai utilisé le reste de mon prêt étudiant pour le faire. Et fin 2022, j'avais plus de thunes. Donc je me suis débrouillée pour préparer ma campagne de crowdfunding avec aucun sou. Et ça, je me suis aidée... Dans mon école, ils nous ont souvent exploité, mais c'est de la bonne exploitation, on va dire ça. Je pense que dans toutes les écoles, c'est ça. Je pense que dans toutes les écoles de communication ou de commerce, il y a toujours ces espèces de... comment on appelle ça, les jeux d'entreprise ou les entreprises qui vous envoient des briefs et ensuite vous travaillez pour eux. Voilà. T'avais pas ça, toi? Non, pas du tout. T'as fait une école? Non, j'ai fait une école d'ingénieur. Moi, en fait. Ok, vous avez pas ça. Ok, c'est plus dans les stages. Je suis moi. Donc, on a des stages justement à l'étranger ou chez des entreprises directement où on est payé si ça dépasse 2 mois. On n'a pas eu des cas où c'était... on vous exploitait un petit peu. Non, pas du tout. Avec mon associé, c'est une autre histoire parce que lui, il a fait économie, gestion, finance et tout ça. Et donc, pour lui, les stages, c'était vraiment différent parce que si tu veux aussi faire des études avec des profs à l'université, ça va justement, c'est pas rémunéré, c'est beaucoup de travail pour justement bien remplir le CV et tout ça. Donc, exactement. Non, c'est vrai. Parce que même moi, au départ, j'avais fait quelques expériences en freelance à l'époque, juste pour remplir mon CV parce que je savais que j'avais pas assez d'expérience comparée, parce que je suis rentrée dans l'école en 3e année plutôt qu'en première année comme ceux qui ont déjà accumulé 2 ans d'expérience, et ça allait être compliqué pour moi de trouver quelque chose après. Mais oui, en fait, en général, dans les écoles de commerce ou de communication ou les écoles privées un petit peu comme ça dans le digital, vous avez souvent des cas pratiques qui vous sont envoyés par des vraies entreprises. C'est génial parce que même pendant ta formation, tu es mise dans le côté professionnel déjà de l'entreprise. Ce que tu n'as pas dans la fac. Parce qu'en fac, c'est que du théorique, on te fait bouffer du théorique et quand tu sors, tu
te retrouves souvent à faire un métier que tu découvres en fait sur le tas. Alors que dans l'école, tu sais exactement ce à quoi t'attendre parce que tout le temps, tu es challengé par des vraies entreprises. Et donc, c'est ce qu'ils font et c'est en gros un peu, on est un peu les esclaves de l'école, positivement. Maintenant que tu en parles, en dernière année, il y avait vraiment un projet qui était justement proposé par une entreprise, justement. Mais vu que moi, je faisais une alternance, donc j'étais déjà dans un projet entreprise de mon côté, je ne l'ai pas fait. J'étais excusée, donc vous avez un peu ça. Mais il y a des personnes qui ont été exploitées, justement. Non, c'est ça, c'est exactement ça. Enfin, c'est l'exploitation, mais c'est cool, on apprend pour notre beaucoup, CV, on apprend énormément. Bien. Et donc, c'est ça que j'ai décidé d'utiliser, ce même système-là. D'accord. Et en gros, dans mon école, c'est pas un espèce de stage, mais ils appellent ça une micro-agence. Donc, en gros, tu as une petite équipe de communicants qui vont t'aider pendant 6 mois. Et c'est le principe-là que j'ai utilisé pour m'aider, justement, parce que clairement, je me suis rendu compte que petit à petit, tu peux pas tout faire dans ton entreprise. Exactement. Même si t'es pleine de ressources et que t'as beaucoup d'énergie. Moi, je sais que je prends beaucoup sur moi et je travaille beaucoup. Je me dis que, si je travaille de 8h à minuit, ça va le faire. Alors que non, en fait. Non, il te faut 48 heures en une journée ou 72 heures en une journée pour pouvoir vraiment être un peu partout. Exactement. C'est juste pas possible. Et on pourra pas aussi rentrer en profondeur et perfectionner. On peut vraiment s'occuper de la com, des clients, de la compta, de la paie et tout ça. Enfin, on peut être un peu quali. Mais ça sera pas vraiment bien fait, en fait. Parce qu'on n'a pas assez le temps pour rentrer et en surtout, profondeur. Malheureusement, on n'est pas attiré par toutes les parties qu'on va toucher dans son entreprise. Il y a des trucs qu'on met un peu à côté. On est obligé de les faire, mais pas tout de suite. Donc, on est obligé de les faire vite fait, tu vois. Exactement ça. C'est que moi, au final, je me suis dit que vu que j'avais pas de budget, j'allais tout faire moi-même. Mais il y a plein de choses que j'aime pas faire. Et c'est comme ça que je me suis dit qu'ok, je vais apprendre à déléguer sur ces choses-là. Et ce qui est cool, c'est que cette équipe de communicants-là, je l'ai choisie parce qu'elle me complétait. Moi, je suis pas mal calée sur tout ce qui est stratégie et un peu marketing. Vraiment, j'ai une vision globale de tout le marketing et la communication. Mais dans l'exécution, l'exécution aussi, je sais faire. Vraiment copywriting, même certains visuels s'il faut les faire. Mais je déteste ça. Surtout la partie visuelle. Rédaction et tout, il n'y a pas de souci. Mais réaliser les visuels, je trouve pas que j'ai une âme d'artiste en particulier. Donc, pareil, donc je laisse tomber. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette petite équipe-là qui me complétait parce qu'ils avaient vraiment ce côté où ils sont très calés sur les visuels, sur vraiment cet œil d'artiste que j'ai pas. Donc, grâce à eux, c'est vraiment eux. Enfin, je les remercie encore aujourd'hui et je leur ai dit à l'époque, ils m'ont beaucoup aidé. Énormément aidé, que ce soit sur la vidéo de la campagne de crowdfunding. Je l'avais déjà rédigée longtemps à l'avance, je savais exactement ce que je voulais. J'ai filmé sur mon tout ça, voilà, J'ai filmé sur mon canapé, vu que c'était le Covid, on n'avait pas le droit de sortir. Donc, c'est encore une plus belle excuse dans le sens où je me sentais pas mal de réaliser ça chez moi et pas comme tu vois les vidéos à la respire où tu marches, t'es dans un champ et ensuite t'es dans le laboratoire, tu passes dans le labo, tu parles avec des gens. Parce que j'avais pas les moyens et ça, tu dois vraiment faire appel quand même à une équipe. C'est que en général, quand tu travailles avec les laboratoires en France, les laboratoires, enfin pas besoin d'être grand, ils te font la formule tu l'as, mais tu peux pas l'utiliser si tu n'as pas de produit derrière. Et en général, c'est eux qui possèdent la formule, donc il faut bien voir comment tu peux négocier, soit tu l'achètes, soit tu mets dans ton contrat dès le départ qu'elle t'appartient. Et ça, je pense qu'ils vont te taxer un peu plus cher. Mais en gros, en général, ils ne te donnent pas la formule parce qu'ils veulent que tu produises avec eux après. Parce qu'ils font vraiment leur argent sur le fait que tu vas produire avec eux. Pas sur le fait que tu formules une seule fois et que tu disparais. C'est sûr. Donc vraiment, c'était vraiment... Et en général, quand tu produis après, ils t'imposent un minimum de commandes parce que sinon, en dessous, c'est pas rentable pour eux. Et à l'époque, c'était 500 pièces. Je devais assurer 500 pièces alors que je sortais de nulle part et que je ne connaissais personne. J'avais aucun budget. Donc c'est pour ça que je me suis penchée sur une campagne de crowdfunding. Vraiment juste parce que j'avais besoin de fonds. Et c'était un peu ma première levée de fonds, on va dire. Comme ça, parce que j'ai gratté de l'argent un peu partout. Et oui, donc j'ai réalisé ma campagne sur Ulule. Le but, c'est de financer les 500 pièces. J'ai financé, en tout cas, à hauteur de ce que j'avais besoin sur la campagne. C'est un peu plus de 3 000 €. 3 000 ou 4 000, je sais plus, un truc comme ça, entre les deux. Ça fait quand même 2 ans maintenant. Mais voilà, j'ai lancé la campagne de crowdfunding, elle s'est terminée, et après ça, c'était quasiment le burn-out. J'étais tellement épuisée. Parce que même se dire que même si j'avais ma petite équipe de communicants, je prenais quand même toujours la plupart sur moi, et une campagne de crowdfunding... Tu dors dessus, hein. C'est pendant des jours. Hyper énergivore, et ça prend tellement de temps, exactement.
t'es épuisé parce que tous les jours tu dois être au taquet, tous les jours tu partages, en plus on est dans l'ère de la vidéo, tous les jours t'es sur les réseaux sociaux, oui bonjour, même si t'es en train de pleurer, de stresser, est-ce que je vais atteindre mon objectif, je dis coucou, je suis trop contente, tout va bien, alors qu'au fond t'es hyper angoissée. Donc à la fin j'étais genre au bord du burn-out et je me suis dit ok, je ne veux plus entendre parler d'Utopia Paris pendant au moins une semaine. Je me suis pris un peu de temps et voilà, c'est un peu la première phase de lancement de ma marque. Ensuite, la deuxième partie, c'était février. Donc, je me suis pris un peu de temps en janvier, mais en même temps, je sais pas ce qui se... je pense que c'est parce que j'aime ce que je fais, mais je peux pas rester sans absolument rien faire. Et quand on commence, en fait, il y a le avant et le après. Et on peut plus revenir en arrière. Une fois que tu rentres dans ce rythme-là d'activité, de forte activité, où tu es aussi passionné, driven, donc il y a quelque chose qui te passionne tous les jours, tu ne peux pas prendre une pause et te dire non, en fait, je fais rien du tout. Même si, en fait, physiquement, tu fais rien du tout ou tu t'éloignes, t'auras ton esprit qui bouge tu seras toujours autour de ça. Et c'est ce qui s'est passé parce que même si je me suis dit bon, je me prends une semaine et en janvier j'y vais chill, parce que janvier c'était plus la paperasse, j'envoyais au laboratoire et entre-temps la production s'est lancée. Exactement, ça allait prendre quelques temps quand même, ça allait prendre entre 2-3 mois et du coup janvier c'était plus la paperasse, régler tous les petits détails, passer commande à mes fournisseurs. Et j'essayais de ne rien faire, mais bien sûr, je faisais quelque chose. Et en parallèle, je travaillais un petit peu sur le site internet que j'allais lancer moi-même. J'ai lancé sur la plateforme Shopify, qui était vraiment super pratique et hyper simple, encore plus aujourd'hui, parce que je continue à utiliser Shopify et à créer des sites internet pour des clients. Et c'est encore plus simple que c'était déjà avant début de l'année dernière quand j'ai créé mon site internet. Donc voilà, j'ai lancé mon site internet fin février. Et là, du coup, je prenais des commandes sur mon site internet directement. Et oui, sur le coup, je me suis pas... Donc, t'as lancé des précommandes ou est-ce que t'as attendu justement que la production soit... Non, en fait, sur Ulule, Ulule, c'était les précommandes. Et sur le site internet, je vendais et juste je prévenais que c'était après. Il y avait un délai, quoi. Voilà, exactement. Okay. Donc, parce qu'en plus, s'il fallait mettre un système de précommande, ça allait être compliqué. Il faudrait coder. Et là... Mais oui, je me prévenais juste que ça allait venir après. Et voilà, c'est comme ça que j'ai lancé. Et après ça, comme je t'avais dit, l'année du 2020, donc fin de l'année d'avant, j'étais diplômée. Donc il fallait quand même trouver un job parce que même si j'ai l'entreprise, surtout quand on est dans du B2C, tu sais que si t'as pas de budget et que même si t'as toute la bonne volonté du monde et que t'as pas le réseau ni le budget, c'est pas demain que tu vas faire des centaines de commandes chaque mois et pouvoir en vivre. Donc dès février, quand j'ai lancé mon site internet, je me suis dit que c'est cool parce que ça va m'apporter des premières commandes, je vais continuer à vivre et payer mes factures au niveau de l'entreprise, mais qu'il fallait quand même que je vive. Parce que nouvelle diplômée, famille d'immigrés, il faut aider, il faut ramener quelque chose. Et je me voyais pas... De toute façon, j'étais dans le mindset où je me voyais pas rester sans rien faire et juste espérer que mon entreprise allait... J'étais vraiment pas à temps plein sur mon entreprise. Et tu mettras beaucoup de pression sur l'entreprise et sur toi-même. Exactement. Et tu donneras pas assez de temps pour que le bébé grandisse. En fait, c'est un bébé qui a besoin d'avoir plus que de donner, en fait, au début. Donc, lui donner cette pression, très belle... ça va pas... J'essaie de me rappeler ça tous les jours, justement, à chaque fois que j'essaie de... On est ambitieux, c'est normal, quand on se lance... quand on lance notre projet, on est ambitieux et du coup on n'a pas cette patience et c'est un point positif aussi justement pour faire bouger les choses et pour avancer, mais on n'a pas cette patience où on se dit c'est pas grave, on laisse le truc avancer et du coup quand on arrive à ce moment où on a l'impression qu'on va craquer, on se dit en fait non, c'est normal, c'est encore un bébé, c'est un bébé qui va devenir un enfant, mais pour arriver déjà au stage adulte, il faut qu'on donne beaucoup, donc il faut pas s'attendre vraiment attendre de résultats, c'est ça. Exactement, tout de suite, et que ça soit déjà d'arriver à un niveau où c'est autosuffisant, c'est déjà énorme, c'est top. Exactement. Lui demander plus au bout de quelques années quand même, il faut ça. Donc justement c'est quelque chose que j'essaie de me rappeler tous les jours justement. Et je suis contente que tu parles de ça parce que justement je l'ai pas précisé, mais dès le départ, quand j'ai lancé un petit peu je me suis lancée vraiment je crois que c'était 2020, un truc comme ça. J'ai lancé ma chaîne YouTube sur laquelle je partageais un petit peu l'aventure entrepreneuriale. Parce qu'en fait, je trouvais ça juste fun au départ, parce que c'était, un petit journal intime. Et moi, je suis passionnée par YouTube, j'adore YouTube. Et tu vois, t'as toujours ce côté où tu veux être youtubeuse ou un truc comme ça, mais je voulais aussi partager mon expérience en même temps et montrer un petit peu ce que je vivais en tant qu'entrepreneur.
par rapport à tout ce que les gens pensaient que ce qu'est l'entrepreneuriat. Et ce point où tu me dis justement que c'est un bébé, enfin ton entreprise c'est un bébé que tu dois nourrir, et même quand tu commences à être autosuffisante dans ton entreprise, plein de CEO ne se rémunèrent pas parce que le but c'est toujours de réinjecter. Exactement. Et pour ne pas sortir de sa poche, on continue toujours à réinjecter sans se payer pendant plein d'années. Je connais plein de CEO qui ça fait peut-être 2-3 ans, ils ont une entreprise qui quand même c'est du chiffre mais ils ne se rémunèrent pas. Et la plupart des gens, malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qu'ils voient. Ils voient des gens, tu vois, les fameux TikTok, Instagrammeurs, oui, tu peux faire tel nombre d'argent en un mois, comme ça, l'argent facile qui t'attire. Mais si tu veux vraiment créer une société pérenne sur le long terme, tu dois lui donner l'argent et éviter justement, de prendre. Quand tu parles dans 1 mois, 2 mois, je vais avoir ça va rentrer dans la société, mais c'est pas forcément... ça va pas arriver vraiment dans ta poche. Donc, non, mais c'est ça. Parce que après, il faut faire des choix. Hein. Il y a des personnes qui le font et c'est pas grave, mais ça fait justement sortir de l'argent et des coûts qui pourront aider si jamais on les laisse, qu'on les réinjecte dans la société. Donc il faut que je pense que c'est pas naïveté, parce que moi c'est ce que j'avais, c'est la jeunesse et juste l'expérience. On sait pas, c'est le but de ces podcasts, c'est de ta chaîne YouTube et de partager ça sur les réseaux sociaux, justement parce qu'on sait pas. Si on voit pas ça et on n'écoute pas les histoires des personnes, on sait pas, donc... Parce qu'un truc tout bête que moi je savais pas, en plus je t'ai dit que je déteste les chiffres, la différence entre bénéfice et chiffre d'affaires, je la faisais pas avant d'être entrepreneur, quoi. Et il faut dire que tout le monde parle du chiffre d'affaires. Alors que c'est le bénéfice qui est important. Parce que c'est pas le chiffre d'affaires qui va rentrer dans et c'est pas le chiffre d'affaires que justement tu vas pouvoir retravailler, retourner. En fait, il y a beaucoup de coûts qui sont retirés de ce chiffre d'affaires. C'est ça. Et c'est le bénéfice en fait qui te reste, et c'est le bénéfice que tu peux réinjecter ou sortir en tant que dividende, ou le mettre aussi dans des si tu veux agrandir ta société, mais c'est pas le chiffre d'affaires. Et c'est sur ça que tu te payes après, s'il faut que tu te payes. Mais c'est vrai que la différence, l'écart entre le bénéfice et le chiffre d'affaires, mentalement je l'avais pas. Moi quand j'étais toute jeune, je me disais, tu vois, quand tu joues un petit peu à la vendeuse et tout, je crois que l'argent qu'on te donne, c'est l'argent que tu vas mettre dans ta poche. Alors que non, tu dois payer tous tes fournisseurs, tu dois payer l'État, potentiellement des employés et des partenaires, et après peut-être qu'il te reste une miette, quoi. Exactement. Donc, et qu'est-ce que t'en fais de cette miette, justement? Est-ce que tu regardes, est-ce que tu réinvestis? Exactement. Il y a plein de choses. Mais voilà, ça, en fait c'est ça, que c'est ce côté un peu pas naïf, mais bien sûr, quand on partage des trucs sur les réseaux sociaux, on simplifie le truc. On va pas rentrer dans les détails. Si on te dit, oui, non, ok, j'ai gagné tel nombre, mais ça, c'est mon chiffre d'affaires. Ensuite, il y a le bénéfice. Ensuite, je vais réinvestir. Ensuite, peut-être que je vais me prendre des dividendes. Ce sera pas vendeur, ce sera pas sexy pour les personnes qui vendent qui partagent ce contenu-là. Mais quand même, je me suis lancée dans ma chaîne YouTube dans cette intention-là de vraiment montrer la réalité. J'ai vraiment, l'une de mes valeurs que je pense que j'ai depuis longtemps, et qu'aujourd'hui, je sais que c'est une valeur, c'est juste que quand j'étais jeune, ça venait naturellement. C'est vraiment le côté spontané et authentique. J'apprécie énormément ces qualités-là, que ce soit de moi ou que ce soit d'autres personnes. Et c'est ce que je recherche. Et c'est ce que j'avais pas sur YouTube ou sur les réseaux sociaux à l'époque, c'est qu'on te montrait toujours la fin de « ouais, regarde ce que j'ai réussi à faire », ou quand la personne ne réussit pas, elle le cache, elle n'en parle pas, on ne sait jamais ce qui s'est passé. Et moi, j'essaye de partager tout, quoi. C'est un peu la société, comment la société regarde les gens, comment elle les juge. C'est dur, hein, c'est pas facile. C'est dur, donc c'est pas évident de se montrer la vulnérabilité, justement, c'est ça. La faiblesse que tout le monde a, en fait, et que, justement, est amplifiée pendant cette expérience. Elle est amplifiée, en fait, parce que il y a plus de hauts et du coup, il y a plus de bas. Donc, totalement. Il y a surtout beaucoup de bas avant les hauts, quoi. Bah oui, en plus, à chaque fois tu pousses, et tu sais pas en fait quand est-ce que ça va commencer à... Exactement. Tu tâtonnes en fait, vraiment, tu tâtonnes, tu te prends beaucoup de bas et tu sais pas quand ça va exploser. Donc ouais, c'est ça que je voulais partager sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux. Et oui, par rapport à ça, c'est que je sais pas si tu veux qu'on revienne un peu plus sur l'historique. Oui, bien sûr. C'est que du coup on est en février 2021, j'ai lancé le site internet Shopify et le but c'est juste de laisser voir s'il y a des ventes. Bien sûr, ça ne se passe pas du tout comme ça. Quand tu lances ton site internet, les ventes elles vont pas débarquer de nulle part, il faut que tu communiques autour, il faut que tu fasses de la pub ou autre. Mais moi j'avais pas de budget, j'étais hyper épuisée, comme je t'ai dit, je voulais même plus entendre parler de ma marque tellement j'étais épuisée mentalement. Et du coup, je me suis lancée dans la recherche d'un job parce qu'il me fallait quand même une sécurité financière, et je savais dans tous les cas que sans argent, sans réseau et sans vraie communauté, mon site internet et ma marque, elle allait pas prendre comme ça. En plus, j'avais un défaut à l'époque, c'est pas un défaut, mais
une faiblesse de mon entreprise, c'est que pour une entreprise de cosmétiques, je n'avais pas une gamme complète de produits. Et c'est très compliqué pour une personne d'acheter sur Internet, payer potentiellement des frais de port et ne pas avoir des produits complets. Pour un et seul juste pour... produit. Voilà. Donc parce qu'à l'époque, tu t'es lancée avec un seul produit au départ. Exactement, un vrai produit et un accessoire, c'était le masque capillaire. Parce que pour moi, c'était quand même un essentiel. Parce que j'avais pas le budget justement de lancer la gamme entière. De base, je voulais vraiment prendre mon prêt étudiant pour financer toute la gamme. Mais quand j'ai commencé à avoir les prix des laboratoires, je me suis dit c'est pas possible. Et à l'époque, les laboratoires que j'avais contactés, parce que bien sûr, je voulais rester dans la sphère parisienne, j'ai contacté les laboratoires parisiens. Ils étaient tous à minimum 5 000 € par formulation. Donc par produit, juste pour créer la formule du produit, je serais à 15 000 € si je voulais avoir les minimums de 3 produits. Sans compter la production après. Bah oui. C'était juste pas possible. C'est énorme. C'est pour ça que je me suis concentrée sur un seul produit et un accessoire pour me dire que au moins j'aurais 2 petits produits. Donc j'avais un masque capillaire à l'époque en février, un masque capillaire et une serviette turban. Et c'était tout ce que j'avais à l'époque. Donc c'était un désavantage parce que voilà, j'avais pas une gamme complète et les femmes en général elles veulent tester la gamme totale et se dire ok, est-ce que cette marque là me correspond ça pas, marche ou ça marche pas pour moi. C'est exactement ça. Elles ne veulent pas avoir à trier de plusieurs marques et ensuite faire leur choix. Donc c'était déjà la première faiblesse de ma marque. Et deuxième faiblesse, j'avais pas de budget à réinvestir parce que ce que j'ai gagné en campagne de crowdfunding, c'était juste pour financer le stock. Exactement. Et voilà. Et en plus, j'étais fatiguée et il fallait que je trouve un job pour me rémunérer parce que j'étais nouvelle diplômée. J'avais cette pression-là de me dire que j'ai pas fait 5 ans d'études et j'ai pas pris un prêt étudiant pour ne rien gagner comme ça en sortie d'études. Donc j'ai trouvé un job qui était cool parce que c'était à distance. En plus, avec le télétravail qui s'est développé, c'était full à distance pour une entreprise slovène, rien à voir en France. C'était vraiment comme dans mon rêve, parce que j'adore flexibilité justement. Et justement, le côté international que je cherche depuis toujours. Et je suis partie à Barcelone parce que voilà, je voulais être à Barcelone, j'en pouvais plus de la France. Et j'avais pas dans le confinement en plus. Voilà. C'était en 2020 encore là. C'était 2021. 21. Oui, la toute fin du confinement, mais c'était encore confiné quand même. Et voilà, c'est exactement pour ça, parce que j'en pouvais plus de la France et je savais que j'avais passé pas mal d'années d'études à Barcelone et je savais que eux c'était déjà un peu plus ouvert. Et même si j'étais confinée, je préférais être confinée vers la plage que à côté de Barcelone en Ile-de-France. Exactement. Donc je suis partie là-bas et en parallèle, je continuais à communiquer. Donc j'ai fait ça jusqu'à septembre de l'année dernière. Et en septembre de l'année dernière, c'est là que je me suis vraiment mise à temps plein sur Utopia. Parce que en septembre de l'année dernière, j'ai eu une dame qui est rentrée dans ma vie. En fait, à savoir que voilà, je continue toujours la création de contenu sur Internet, sur YouTube et sur Instagram principalement. Et à l'époque, j'avais lancé un petit peu des lives. Tu sais, c'était avec le confinement, il y a beaucoup les lives qui sont développés. On était tous sur les réseaux, il n'y avait rien à faire d'autre, quoi. C'était trop bien. Moi, j'adorais les lives en plus, parce qu'il y avait ce côté authentique, très spontané. Tu peux rien couper, c'est vraiment en live. Et j'adorais ça, et ça m'a donné une idée d'interviewer d'autres entrepreneurs dans la cosmétique. Parce que voilà, vu que je partageais sur YouTube mon expérience en cosmétique, c'est ce que j'ai continué à faire. Et donc, j'ai lancé ces lives-là, j'ai rencontré plein de personnes. Et c'est ça qui m'a permis de trouver une première investisseuse, je sais pas si investisseur. En septembre, elle m'a découvert suite à un live que j'avais organisé. Elle a consommé le contenu de ma chaîne YouTube, elle a bien aimé ma personnalité, elle a été touchée par ma mission, la mission de mon entreprise. Et elle m'a juste dit qu'elle voulait me voir au départ. On a discuté. Et ensuite, elle m'a dit qu'elle voulait investir dans l'entreprise. Elle m'a demandé de combien j'avais besoin pour la mission que j'avais, la vision que j'avais actuelle à l'époque pour l'entreprise. Je lui ai dit à peu près 30K parce que mon but c'était vraiment juste de développer, comme je t'ai dit, la faiblesse que j'avais observée de mon entreprise, c'est la gamme. Il fallait que je développe au moins une gamme, enfin que je finalise cette gamme-là et que je me lance sur les autres projets que j'avais à côté. Donc je lui avais dit 30K à l'époque, elle m'a dit ok, pas de souci, je te les donne les 30K, mais j'étais choquée. J'étais choquée de te dire que, vu le parcours que j'avais, me dire que les gens comme ça, du jour au lendemain, tu les rencontres et ils sont prêts à te donner 30K, je suis genre, mais encore une fois, c'est l'univers en fait qui... tu as attiré ces opportunités quand tu es ouverte justement à ça. Les opportunités arrivent et il faut savoir les saisir aussi. Mais vraiment pour te dire que j'évoluais vraiment avec mon âme un peu de naïveté de ok, je me suis lancée dans ce projet, je n'attends rien en particulier
et qu'elle vienne me voir, c'est justement parce que ça fait une très belle surprise en fait. Oui, franchement c'était une belle surprise. Après c'était pas la première, il y avait une dame qui était venue me voir avant ma campagne de crowdfunding, mais c'était un peu différent. Elle voulait aussi que je travaille pour elle et en même temps elle voulait mettre un petit cachet dans mon entreprise, donc, donc ça correspondait pas vraiment à ce que que je recherchais. Et cette dame-là, je me suis dit, waouh, ok, c'est trop bien, c'est ce dont j'ai besoin pour faire décoller. En plus, là, j'avais pris la décision d'être un peu plus à temps plein sur mon entreprise. Donc, c'est juste parfait. Ça me donne le budget pour m'amuser et travailler un petit peu l'entreprise. Et on a discuté avec cette dame-là. Malheureusement, on ne s'est pas aligné sur... en tout cas, moi, je pense que, encore une fois, je suis naïve. Je suis naïve. Bah non, tu apprends. C'est ça, on apprend en fait. On ne sait pas tout depuis le début. Et à chaque fois, on découvre des choses et on se dit wow, c'est ça. Ok, on avance. Non, c'est exactement ça. Du coup, c'était quoi C'était que, en fait, le deal qu'elle proposait à l'époque, c'était vraiment de faire limite un 50-50. Elle voulait vraiment... C'était trop cool parce que moi, j'avais vraiment besoin d'une autre épaule. Je voulais avancer avec d'autres personnes parce que voilà, j'étais proche du burn-out en début de l'année et ensuite, vu que j'ai travaillé pour quelqu'un, c'est sûr que ça aide quand on est à deux ou à plusieurs. Elle voulait vraiment s'impliquer, elle voulait être cofondatrice. Moi, j'avais aucun souci. J'ai pas du tout de souci d'ego. Franchement, je sais quelle est ma vision et quelle est ma mission. Et je veux juste avancer dans ça. Du moment que tu arrives à mettre en place cette vision-là. Exactement. Si on a la même vision et qu'on part dans la même direction, moi, ça me va. Et malheureusement, on n'avait pas la même vision, que ce soit au niveau de la complémentarité, je pense, de nos compétences. Ils n'étaient pas là. Parce qu'elle avait quand même une très très belle expérience, c'était cool, mais c'était vraiment plus dans l'achat et c'était vraiment l'achat, c'était pas forcément je crois que c'est une acheteuse, oui, c'était pas forcément une des priorités dans mon type de business. D'accord. Donc ce qu'elle proposait, c'était mettre les 30K et en plus d'avoir une part très importante de l'entreprise, on était quasiment sur du 50. En tout cas, bien sûr, il faut toujours des équilibres, ce serait peut-être du 49-50, 49-51. Mais 51, voilà. Mais oui, elle voulait cette part-là et elle me disait que ce qu'elle apporterait en tant que compétence, parce que c'est hyper important aussi, c'était ses compétences d'acheteuse, donc juste d'achat, soit de matières premières, mais vraiment juste ce côté négociation, que moi, franchement, je n'ai pas, hein, je suis très mauvaise dans ça. Du coup, je trouvais ça cool, mais le seul hic, vraiment, limite, même le fait qu'elle voulait une part importante, parce que quand je disais à tout le monde qu'elle voulait mettre 30K et qu'elle voulait quasiment 49% de l'entreprise, tout le monde me disait, mais Muriel, mais t'es folle. D'aller maximum, même 20%, c'est énorme. Moi franchement, je le voyais pas comme ça et en soi, je m'en foutais vraiment sur cette partie-là. Mais c'était plus le côté où elle continuait à travailler de son côté. Donc elle n'était pas à temps plein. Elle n'était pas à temps plein. Elle était même le temps partiel qu'elle faisait, c'était juste qu'en fait, elle avait la possibilité de travailler depuis chez elle, donc elle pourrait consacrer du temps. Mais quand on discutait, je voyais qu'elle n'avait pas beaucoup de disponibilité. Et c'était une mère de famille, donc en plus elle venait... Il y a plein de facteurs qui m'ont montré que tu veux une part hyper importante, ça ne me pose pas de problème, mais je veux que tu sois autant impliquée que moi, parce qu'au final, tu me demandes quasiment la même chose, et moi, ça fait depuis 2017, limite, que je mijote l'idée dans ma tête et que je travaille sur l'idée. Donc, je trouvais ça un peu inégal, même si c'était dur pour moi, parce que je me disais, j'avais besoin de cet argent-là, mais au final, j'ai laissé tomber la proposition. Je lui ai dit qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, et même sur la vision, en fait. Voilà. Un autre point, c'est que la vision de l'entreprise, là où devait aller l'entreprise, on n'avait pas la même vision. Il y avait pas mal de choses qu'elle me demandait de modifier qui, pour moi, ne faisaient pas sens, en tout cas par rapport à ma cible. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas accepté ce deal-là. Mais c'était juste extraordinaire parce que ça m'a montré à quel point tout peut aller... Enfin, le truc qu'on me disait, et on continue à me répéter, et qu'aujourd'hui je répète à d'autres personnes parce que j'en suis convaincue, c'est que toutes les personnes qui disent « je veux lancer mon entreprise mais j'ai pas d'argent », c'est une mauvaise excuse, c'est une fausse excuse. Parce que l'argent va venir si tu arrives à travailler le projet. Que ce soit... Parce que moi, en plus, là, j'avais juste fait une campagne de crowdfunding et j'avais investi l'argent de ma banque, et puis voilà. Mais cool, c'était déjà quand même un parcours. J'ai trouvé des solutions pour pallier au fait que j'avais pas vraiment de thunes en soi à investir. Et surtout, l'argent, il est venu à partir du moment où je continue à chercher. Bouger, exactement. Ouais. Donc, faut bouger c'est vraiment... pour justement attirer. Exactement. S'asseoir et attendre en fait qu'une personne passe te dire exactement. T'as besoin de l'argent? Non. Ça marche pas comme ça, exactement. Parce qu'il y a plein de gens qui sont... J'ai une idée géniale dans ma tête, mais j'ai pas les fonds. Ça veut dire que peut-être l'idée, elle est pas si géniale que ça pour que tu te bouges, pour que tu cherches. Il faut que tu grattes. En fait, il faut que tu commences à démarrer. Et à partir du moment où toi, tu seras convaincu du truc, ça va venir tout seul. Et vraiment, avant, je n'étais pas convaincue de ça, mais quand cette dame a toqué à ma porte et quand l'autre dame d'avant aussi a toqué à ma porte, je me suis dit, ok, c'est vraiment vrai. Il faut vraiment juste que je me concentre sur
travailler mon produit, attirer le plus de clients de manière organique, sans argent parce que j'ai pas de budget, et trouver les moyens que je vais trouver pour faire grossir mon entreprise. Et ensuite, l'argent va venir. L'argent va vraiment venir. Que ce soit après que tu vas aller faire un prêt à la banque. Si tu veux faire un prêt à la banque, ils vont te demander quoi? Quels sont tes chiffres? Donc, est-ce qu'ils demandent pas forcément des millions? Ils demandent juste que, voilà, ils montrent qu'il y a de l'attraction, en fait. Que tu montres qu'il y a de l'attraction, qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Ok, ça peut être un cercle vicieux parce que tu as souvent besoin d'argent pour prouver cette traction-là. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans le monde digital a tout changé, que tu peux vraiment te démerder. Oh, désolée pour te débrouiller. Non, je rigole. Tu peux vraiment te débrouiller pour prouver de l'attraction sans argent, en fait. Bah oui. Parce que là, je suis en train de travailler sur un nouveau projet. Je n'ai absolument pas l'argent, vous me connaissez maintenant. Mais je trouve des moyens pour gratter. Toutes les plateformes digitales d'aujourd'hui, elles proposent du freemium. Donc, d'abord, c'est gratuit. Après, ça devient payant quand tu commences vraiment à avoir ton premier client ou quoi. Tu as plein d'astuces pour pouvoir justement te lancer sans avoir besoin d'argent. Le dropshipping qui s'est développé dans notre... Il y a même des laboratoires, j'ai appris récemment, qui proposent de fonctionner un petit peu sur du dropshipping. Mais il faut chercher. Si tu cherches pas, ça va pas venir te tomber dessus. C'est vrai, comment ils feront... C'est pas vraiment du dropshipping, mais en gros, c'est de la fabrication sur demande. Donc, tu leur envoies la commande et ensuite, tu fabriques à la pièce. C'est exceptionnel. C'est un seul laboratoire que j'ai vu qui fait ça encore pour l'instant. C'est top. Et c'est exceptionnel. Du coup, il y a plein de possibilités. Et je pense qu'il faut juste fouiller. Et surtout, pas seulement fouiller. Je me suis rendu compte, c'est un truc que, encore une fois, je vais dire ma naïveté, mais tu m'as dit que c'est l'expérience. C'est juste que tu peux créer toi-même tes opportunités. C'est qu'en allant voir un fournisseur et qui te dit « Ok, non, moi, je fonctionne comme ça », t'as toujours une marge de négociation. C'est des humains. Oui. Tu peux le convaincre, mais la clé que j'ai appris aujourd'hui, ce qui me donne vraiment un vrai avantage sur le lancement de ma deuxième plateforme dont je vais parler après, c'est le côté où j'ai été très curieuse dès le départ et du coup, à chaque fois, j'essayais de comprendre comment mes fournisseurs fonctionnent. Parce que si je comprends comment ils fonctionnent, dès qu'ils vont me dire stop, je vais dire ah oui, mais je sais que tu fonctionnes comme ça, donc peut-être que est-ce que tu peux grappiller un peu pour moi? Tu connais la marge du coup. Exactement, de négociation que tu as. Et c'est ce que j'ai fait dès le départ. Je suis allée rencontrer mon laboratoire parce que j'étais curieuse, j'étais vraiment passionnée par l'univers dans lequel j'étais. Et en les rencontrant, en voyant un petit peu, bien sûr, les langues se délient, elle peut pas tout te dire par email. Elle m'a donné des petites astuces, je me dis ah ok, donc je peux fonctionner comme ça. Donc vraiment, plus tu as de savoir, vraiment le savoir quand tu es entrepreneur, c'est énorme, c'est hyper important. Et elle m'a dit ouais, tu connais Moussa Camara? Non, je connaissais pas à l'époque. Je suis allée faire mes recherches. Elle m'a dit oui, il a lancé ça, regarde, ça peut t'intéresser. J'ai lancé, je me suis inscrite. C'est un incubateur qui s'appelle Les Déterminés. Et j'ai postulé. Il y avait une période de candidature, on avait un SAS, donc il y avait une sélection quand même qui était effectuée. D'accord. Et j'ai été prise, je crois qu'ils nous l'ont annoncé, je sais pas, fin novembre, un truc comme ça. Fin novembre, on était sélectionnés et on était à la promo nationale de janvier 2022 du coup. D'accord. Du coup, j'ai commencé avec eux en janvier de cette année. Et vraiment, c'est eux qui m'ont aidée vraiment à me dire que je suis vraiment à temps plein dans mon entreprise parce que c'était une incubation de 6 mois. Et intense. Et moi, j'y allais vraiment, surtout parce qu'en soi, je faisais quand même partie des plus avancées dans le sens où mon entreprise, elle était déjà lancée. Ça faisait 1 an qu'elle tournait. Il y en avait d'autres aussi qui étaient dans le même cas. Donc, on n'y allait pas forcément pour qu'on nous aide à créer une entreprise, mais qu'on travaille des points, des aspects. Comme je t'ai dit, je déteste les chiffres. Donc, dès que ma comptable m'envoie un message de Muriel, j'ai besoin de telle facture, j'ai besoin de telle, on va faire la fiscalité de je ne sais quoi, ça me saoule. Je déteste ça. Donc, je voulais quand même... Et je sais que ce qui fait qu'une entreprise peut faire faillite, c'est souvent la trésorerie, la gestion de la trésorerie, la gestion de la finance. Si la finance est au taquet, si tes fournisseurs sont au taquet, et si tu es au taquet sur la communication, tout devrait aller très bien. Donc, je savais que j'avais un gros défaut sur la finance et comment je fixais mes prix. Enfin, je suis très scolaire, donc j'ai appris ça à l'école, donc j'ai fait tout dans l'ordre et j'ai fait tout plutôt bien. Mais c'est juste que je déteste ça et je savais que j'avais encore plein de choses à apprendre. Donc, quand je suis rentrée dans cet incubateur-là, c'était pour qu'on m'aide sur la partie cette partie, est-ce qu'ils prennent en charge des choses avec toi ou juste... Ils te forment, hein. T'es entrepreneur, c'est censé sortir de ta tête et de ton énergie. Donc, dans cet incubateur-là, ils te donnent bien sûr des partenaires. Il y a des incubateurs, justement, qui mettent en disposition, justement, où, par exemple, ils disent qu'on peut prendre en charge telle chose, par exemple, tu vois.
Ça dépend aussi du pourcentage, du partenariat. Ah, ça veut dire qu'ils prennent un pourcentage de ton entreprise? Il y a des incubateurs justement où il y a des deals, des partenariats qui sont faits avec les personnes. Bah parce que cet incubateur-là, c'est plus une association. Donc ils font pas ça. C'est limité dans le temps? Oui, c'est 6 mois. C'était 6 mois intenses à temps plein. Et ils ont plein de petits programmes comme ça. C'est un peu partout dans la France. Ouais. Donc, vu que c'est une assos et que c'est censé être à but non lucratif, je pense qu'ils font pas ce genre de collaboration. Ouais. Mais en gros, leur but, c'est de te former un maximum et ensuite de te mettre en contact avec les bonnes personnes. Avec les bonnes personnes. Donc, c'est la base, justement, des incubateurs. C'est le réseau, en fait. Ouais, ce réseau. Franchement, je valide ce réseau. Oui. Parce qu'ils m'ont beaucoup apporté dans le sens où... j'ai pu confronter mes idées avec plein de professionnels hyper calés qui étaient vraiment high level. Et en plus, voilà, moi, je voulais vraiment me former sur la partie finance et sur la partie commerciale. Je suis une mauvaise commerciale. Je déteste parler d'argent. C'est totalement contradictoire parce que je gère une entreprise, je sais, je suis désolée, mais... Non. Dès qu'il faut négocier des contrats, je suis tellement mal à l'aise. Quand il faut parler d'argent, je suis tellement mal à l'aise. Parce que du coup, c'est cool parce que c'est la même histoire, justement, quand la dame, elle a proposé... c'est vrai. Ok. Alors que normalement, on est là à négocier. Même si t'es ok, tu dois quand même... C'est vrai. Il faut pas que ça soit trop facile. C'est vrai, je m'étais pas rendu compte, mais c'est vrai que là, on voit du coup ma faiblesse à ce niveau-là aussi. Et malheureusement, moi, je suis une personne qui dit tout le temps oui. J'ai du mal avec le non. Quand je me sens trop mal quand je dis non et c'est pas bien. C'était mon exercice depuis... c'est un exercice continu, je vais pas te mentir. C'est ça. Mais c'est un exercice que je suis en train de faire depuis que j'ai monté l'entreprise et à chaque fois, je me pousse. Donc, je me dis la première fois, ok, j'ai essayé de négocier. Je me suis dit, oui, non, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Moi, je me suis donné ce premier exercice. Et après, je pousse un peu plus pour se sentir non, parce que c'est chaud quand tu sais pas dire non, soit tu te vends beaucoup moins cher que ce que tu vaux, ou soit tu prends beaucoup plus de charges que ce que tu devrais, et c'est horrible. Et par rapport à Utopia, justement, le lancement de Utopia au début, qu'est-ce que tu aurais fait un peu différemment? C'est sûr que tu aurais fait plein de choses différemment, mais il y en a ceux que, tu sais, à l'époque, tu n'aurais pas pu faire différemment, et des choses que il y avait juste un petit manque d'information ou un petit manque Je pense que ce qui est cool, c'est que vraiment, j'ai pas l'impression que j'aurais pu faire différemment dans ma situation. Et je suis très fière de comment j'ai réalisé ça. Donc vraiment, il n'y a pas de hic. Le seul hic, et je le partage sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment le côté administratif. Je sais pas pourquoi j'ai créé ma société 1 an avant de vraiment commencer à travailler. Ouais. Et du coup, ça m'a pris de l'argent avant même de lancer le truc. Et je ne savais pas que tu peux même limite commencer à vendre sans société. Donc c'est vraiment ce côté-là où ça m'a demandé beaucoup d'argent pour l'époque. Je crois que voilà, si tu passes par un avocat, tu peux facilement atteindre 1 000 € pour juste les statuts, rédiger les statuts et tout. À l'époque, je crois que c'était autour de 600 € que ça m'avait coûté. Plus déposer le nom de la société à l'INPI, je crois que c'était 205 €, quelque chose comme ça. Ce qui m'a fait aussi payer un exercice comptable en avance alors que je n'avais rien. J'avais même pas encore démarré ma société. Donc en fait, c'est juste ce côté-là où je me suis pressée d'avoir l'administratif alors que c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Tu peux toujours le rattraper. C'est flexible. Même si on est en France et qu'on te dit que oui, c'est le pays de l'administratif, je crois que tu peux même commencer à vendre et ensuite tu enregistres ça a posteriori dans ta société. Donc ton conseil pour une personne qui aurait voulu faire pareil et qui aurait pas eu accès à ces informations-là, c'est justement de se lancer directement et de tester son idée le plus rapidement possible. En fait, vraiment, c'est le mindset dans lequel je suis là. Là, le nouveau projet, j'ai pas de société. Je vous dis ce que je fais. J'ai pas créé de société. Je ne sais pas quel statut ça aura. On en parlera potentiellement avec ma comptable un jour. Mais je vais le tester comme ça. Vous savez que je déteste cette partie administrative et financière, mais je sais que c'est pas une priorité, c'est pas du tout une priorité. Demain, je peux commencer à vendre et après, on verra comment elle va gérer ça et trouvera une solution. Mais vraiment, se dire que m'empresser pour créer le statut de la société, j'ai même pas protégé le nom du truc. Si quelqu'un il veut, il me le vole, il y a pas de souci, je changerai de nom et puis voilà. Mais en fait, c'est que j'ai donné beaucoup d'importance sur des détails qu'on donne de l'importance en France en général.
oui, il faut que tu protèges le nom de ta marque, mais tu es qui en fait? Je pense qu'il y a personne qui est là juste pour se dire que ok, j'attends dès que cette personne-là va créer son nom, je vais lui piquer, je vais aller le déposer, et au pire tu changes le nom. C'est pas ça qui fait vraiment ton entreprise. Ce sera les clients, ce sera ton service, ce sera ton produit. C'est vraiment ce sur quoi je me concentre. C'est pour ça que je veux lancer rapidement, c'est avoir du feedback des clients sur le produit, l'améliorer, et savoir quel sera le produit qui marchera le plus, concentrer toutes mes ressources dessus, et sur ça, vraiment définir mon entreprise. Parce que c'est compliqué de te dire, tu vas définir une entreprise et tu sais même pas quel est le produit qui sera phare, qu'est-ce qui va être préféré des clients, qu'est-ce qui est le plus important pour ton entreprise. Mais non, il faut déjà que tu crées la société, que tu déposes le nom, et quand tu as fait ça, tu as l'impression que tu as vraiment une société. Non, tu as une société à partir du moment où tu fais vraiment du chiffre, quoi. Et c'est ce sur quoi j'ai arrêté de me prendre la tête, et je pense que plein d'entrepreneurs doivent arrêter de se prendre la tête dessus. Toute la partie administrative, toute la partie où tu dois vraiment test and learn. Et vraiment, ce mindset américain-là que j'adore, c'est vraiment juste, ils se lancent, ils se prennent pas la tête. T'as des gens... Ils se lancent et ils apprennent sur le terrain. T'as tellement de gens que j'ai suivis sur les réseaux sociaux qui, leur site internet est tout pourri, le packaging est tout pourri, mais ils sont sold out. Parce qu'ils ont tellement testé rapidement le produit, ils savent qu'il y a ce besoin-là, que les clients... S'il y a le besoin, même si ton produit il est pas parfait comme tu l'as dans ta tête, parce qu'il peut être parfait pour le client, mais toi tu dis ouais, il est pas parfait comme moi je veux. C'est subjectif. Mais ça, c'est pas important. Il faut juste tester rapidement. Tu sais ce que qui marche le mieux, et après tu améliores, et après t'auras les fonds, t'auras sans avoir besoin de les sortir de ta poche, t'auras les fonds parce que t'auras eu les premières ventes pour améliorer et vraiment tout avancer. C'est vraiment ce côté-là. Le conseil que je me donne et que je suis actuellement, d'arrêter de me prendre la tête sur des petits détails, tester le plus rapidement possible le projet et le produit, et de là, améliorer et avancer comme ça.